fondation Sciences Citoyennes, donc un autre regard sur les acteurs et les structures. Donc, merci aussi aux organisateurs du colloque de m'avoir invitée. Donc, Claudia Neubauer, je suis cofondatrice et directrice de l'Association pour une fondation Sciences Citoyennes. Je vais prendre une minute quand même pour présenter notre structure parce qu'on n'est quand même pas un acteur habituel de la culture scientifique et technique pour une grande majorité d'entre vous, je crois. Donc nous sommes une association de loi 1901 et notre base d'action peut se résumer à la question quelle science pour quelle société. Et si on souhaite bâtir une société qui est socialement et écologiquement plus juste, quelle serait la place et la fonction de la science et de la recherche dans cette démarche. Du coup, nous travaillons avec des décideurs politiques, pas mal avec la Commission européenne, avec des chercheurs, des associations, des citoyens, tout ça dans ce temps de convergence, convergence sur plusieurs niveaux, on en a déjà un peu parlé, à la fois la convergence entre la science et la sphère économique, convergence très forte aujourd'hui. De l'autre côté, une convergence aussi de plus en plus poussée entre science et société. Ça fait une convergence des cultures différentes. C'est aussi le temps de la convergence des technologies et aussi la convergence des crises qu'on évoquait tout à l'heure, des crises écologiques, sanitaires, énergétiques, humanitaires et aussi une crise du système scientifique. Voilà, ça c'est un peu pour nous situer. Pour commencer, je voulais rappeler quelques données qui nous viennent du Eurobaromètre de 2005, donc quand même un des outils de la Commission européenne pour s'interroger comment les Européens perçoivent certaines choses au niveau européen. Et là, c'était donc plus spécifiquement sur Européens, sciences et technologies, où ils ont donc trouvé que 30% des citoyens européens se disent très intéressés dans les nouvelles inventions technologiques et les découvertes scientifiques, 48% moyennement intéressés et 20% pas du tout. Et les sujets qui incitent le plus d'intérêt, donc là il n'y a pas de surprise, ce sont la santé, l'environnement, suivi par les sciences humaines et l'Internet, c'est quand même assez parlant aussi. Mais seulement 10% des Européens ont déjà occasionnellement ou de façon plus régulière participé à des débats publics sur les sciences et technologies. Donc très très peu de citoyens qui ont eu déjà l'occasion de discuter. 57% approuvent que les sciences et technologies sont responsables pour la plupart des problèmes environnementaux et 60% pensent que la science change notre façon de vivre trop vite. C'est aussi qu'à la phrase « pour des gens comme moi, il n'est pas important d'être impliqué dans des décisions sur la science et des technologies », il y avait carrément un équilibre autour de 40% entre ceux qui étaient en accord et ceux qui étaient en désaccord, sachant que là, il y a une exception qui est la France, où il y avait 28% des personnes qui étaient en accord et 56% en désaccord. Il y avait une deuxième phrase qui constatait « le public est suffisamment impliqué dans les décisions sur la science et technologie ». Là, pareil, il y avait 20% qui n'approuvaient pas ce constat et 58% des Européens qui le désapprouvaient. Et encore, c'était plus prononcé au niveau français, où il y avait 16% qui étaient seulement d'accord, qui sont suffisamment impliqués dans les décisions qui concernent les sciences et technologies, contre 69% qui désapprouvaient ce constat. Maintenant, moi, je ne peux pas vous dire est-ce que c'est ainsi parce que la France est spécialement en retard ou spécialement en avance. On peut laisser ouvert ça à des tas d'interprétations. Je voulais quand même donner un cours historique de la relation entre sciences et société, un peu dans un sens très large, mais j'irai très vite parce que beaucoup de choses étaient déjà évoquées. Mais il faut quand même se rappeler qu'après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50-60, on était quand même plutôt vraiment dans une relation de confiance et de délégation vis-à-vis de la science. C'est aussi parce que l'État était vraiment le chef d'orchestre, c'était un État technicien et scientifique. C'est le moment de la création, pas seulement en France, mais plus généralement dans les pays européens, des ministères de la recherche. C'est la création des grandes institutions publiques de recherche, c'est la massification de la profession des chercheurs, c'est les grands programmes technologiques, que ce soit au niveau des avions, des trains et tout ça. Et c'est le moment où la science pénètre plus que jamais avant la vie quotidienne et les identités collectives.
c'est vraiment la consommation de masse des avancées de sciences et technologies, que ce soit électricité, téléphone et j'en passe. C'est aussi la publicité en blouse blanche. Tout à l'heure, on parlait des dentifrices à la télé. La blouse blanche, le scientifique qui va nous dire prenez tel et tel dentifrice. C'est l'enseignement scientifique dans les écoles, etc. Donc on se retrouve quand même dans un certain contrat entre science et société qui est basé sur cette confiance et cette délégation des citoyens, avec sous-entendu un consensus sur le fait que le progrès scientifique nous mène automatiquement, ou plus ou moins automatiquement, vers un progrès moral, humain et social. Et ça commence quand même relativement vite un peu à changer à partir des années 60 et plus spécifiquement dans les années 70 et 80, avec des tas de scandales auxquels on est confronté et dont on a déjà parlé, amiante nucléaire, accidents de pollution, Tchernobyl, sont contaminés, sida, vache folle, OGM, etc. C'est le moment de création de nombreuses associations justement sur le terrain de la santé, de l'environnement. Ce sont les mouvements environnementalistes et écologiques, ce sont les mouvements critiques des chercheurs. Et donc, c'est la société civile qui s'organise de plus en plus, les citoyens, et qui s'interrogent de plus en plus sur les sciences et technologies. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce qu'ont montré plusieurs études au niveau européen, le sentiment prédominant dans la société plus largement vis-à-vis de la science n'est pas tout à fait une peur de la science ou un manque de considération. Donc, c'est toujours... L'activité scientifique est toujours considérée aussi aujourd'hui comme une activité très très importante, mais apparemment il y a plutôt un sentiment grandissant de manque de maîtrise collective des structures technoscientifiques et économiques à l'heure de la mondialisation, et un manque de partage d'idées à quoi devrait servir la science. Et dans ce contexte naissent, ou est plus concrétisé, quand même ce concept de la culture scientifique et technique, ou comme le disent les anglophones, le public understanding of science, qui reflète quand même à l'époque, donc à la fin des années 70, au début des années 80, une démarche descendante, relation unilatérale, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, entre le chercheur et le public, où il est très clair que le chercheur, il sait, et le public ne sait pas. Donc on parle de l'ignorance du public, voire de l'obscurantisme, et on croit aussi qu'une fois le chercheur, il aura expliqué sa démarche scientifique et ce qu'il est en train de faire dans son laboratoire, qu'automatiquement le public va y adhérer et va aller dans le même sens, on va partager ce progrès que le chercheur propose. Donc, la culture scientifique et technique est dans un premier temps quand même fortement fondée sur l'idée de vulgariser, communiquer, informer et diffuser. Et juste pour vous rappeler en 82 ce qui disait notre ministre de la Recherche à l'époque, c'est au prix d'une vaste entreprise de diffusion du savoir que nous pourrons faire reculer certains préjugés contre la science et la technologie, tenir en lisière les mouvements anti-science. Et c'est ce que le sociologue Michel Callon de l'École des Mines a appelé le modèle de l'instruction publique, par opposition à deux autres modèles, sans doute plus adaptés à nos sociétés d'aujourd'hui, le modèle du débat public ou le modèle de la coproduction des savoirs. Et donc, comme j'ai seulement encore 3 minutes, je passe, ou peut-être si je vous rappelle quand même ce qu'a dit, parce qu'on a parlé tout à l'heure du Grenelle, le COMOP, donc le Comité opérationnel de la recherche, parce que ça me semble très important pour notre réunion aujourd'hui. Donc le COMOP recherche se prononcer sur 4 priorités pour le futur, dont la 4e priorité était de renforcer les liens entre sciences et société et justement de s'interroger comment établir de nouveaux processus pour insérer toutes les parties dans les choix des grandes orientations scientifiques et renforcer les liens entre la science et la société à travers l'expertise et le dialogue. Dans ce que nous travaillons plus spécifiquement avec la Fondation Sciences Citoyennes, c'est un peu sur toutes ces initiatives qui émergent aujourd'hui en dehors des endroits habituels où se fait la science, donc en dehors des laboratoires de la recherche privée et de la recherche publique. Et ces endroits, ce sont des associations de toutes sortes qui, à la fois, prennent de plus en plus la place des vrais experts. Marie-Françoise parlait tout à l'heure de la question « qui est expert aujourd'hui ?»
Et aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même un consensus de plus en plus partagé qu'il y a aussi des experts scientifiques en dehors des institutions de recherche publiques et privées. Et nous, on a appelé ces initiatives, si on veut les un peu regrouper, pour les définir, c'est le tiers secteur scientifique ou le tiers secteur de la connaissance. Et ce qui est intéressant, que les acteurs de ce tiers secteur de la connaissance, donc à la fois en dehors des lieux habituels, c'est animé aussi par d'autres logiques. Donc il ne s'agit pas seulement à la fois connaître ou comprendre le monde tel qu'il fonctionne, ce n'est pas non plus pour en tirer un profit économique, c'est souvent pour améliorer des conditions sociales. Et tout ça dans une approche de multi- et transdisciplinarité qui implique aussi une revalorisation d'autres formes de savoir à côté du savoir scientifique. Là, je crois que c'est aussi tout un travail qui reste à faire, sachant que quand même depuis tout un bout de temps, on baigne plutôt dans cette idée de suprématie du savoir scientifique qu'il a sur d'autres formes de savoir. Et aujourd'hui, on se rend quand même compte que le savoir scientifique il est essentiel, mais pas le seul avec lequel on va trouver des solutions aux défis auxquels on est confronté aujourd'hui. Dans ces acteurs dont je vous parle, ce sont des boutiques des sciences, ce sont des community-based research centers aux États-Unis ou au Canada. Ce sont en Île-de-France un dispositif que quelques-uns d'entre vous connaissent peut-être, ce sont les PICRI, donc les partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation. Voilà, tout pour vous dire. Donc il y a plein de choses qui émergent et qui rentrent, à mon avis, dans ce concept de culture scientifique et technique, qui pose plein de questions. Un chercheur qui travaille avec des associations, comment on va valoriser ce travail, qu'est-ce que ça veut dire pour sa carrière, quels sont les financements qu'on peut trouver. Et donc la culture scientifique et technique, elle rentre aujourd'hui dans la gouvernance de la recherche. Et voilà, donc je m'arrête là. Merci. Donc, c'est vrai que peut-être les questions, vous pourriez questionner notre panel en leur demandant quels sont vraiment les nouveaux acteurs qu'ils ont. Claudia vient identifier certains groupes et en quoi l'observatoire doit-il les prendre en compte, comment faire, etc. Voilà, donc la parole est à vous. On a 20 minutes puisqu'il y a des contraintes horaires fortes sur la table ronde. Qui veut prendre la parole? Merci. Laurent Chicoineau, donc CCSI de Grenoble. Je voulais juste dire par rapport à une des premières interventions, par rapport, alors non pas à rétablir une vérité historique, mais rappeler quand même que par rapport à l'implantation des CCSTI tel que ça a été présenté, l'histoire ne dit pas exactement la manière dont vous l'avez présenté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été saupoudrés comme ça par une main invisible sur les territoires, mais ils se sont constitués sur la base de partenariats locaux, justement, c'est ça qui est intéressant, et je pense que René Risardo, qui est présent ici et qui a contribué à la création du premier d'entre eux à Grenoble, issu de la Maison de la Culture de Grenoble et créé en même temps que la Maison de la Culture de Grenoble, donc montre que la question du réseau, la question du partenariat, de l'inscription territoriale est intrinsèquement dans les gènes de chacun d'entre nous, en tous les cas des centres de culture scientifique, mais on pourrait parler aussi des muséums qui ont été aussi créés, alors je ne parle pas du national, mais sur les territoires qui ont été aussi créés dans des volontés d'aménager le territoire et sur la base de volonté locale. Donc je pense que ça, c'est un point qui est quand même assez important à prendre en compte et qui peut éclairer un peu différemment la question de la médiation sur les territoires et aussi donc de l'enjeu entre les relations entre Paris et la province, comme vous dites encore. Et le deuxième point aussi par rapport à l'université, parce que je pense que c'est intéressant, c'est important de dire que l'université, enfin ça fait plaisir d'entendre que l'université veut reprendre ou prendre en tout cas sa place dans la diffusion de la culture scientifique. Moi, il me semble qu'il y a une différence entre produire de la connaissance, ou en tout cas entre faire de la recherche et de l'enseignement supérieur et de la culture. C'est un petit peu la même chose, enfin,
toute proportion étant gardée, avec l'art, puisqu'Antoine en parlait tout à l'heure. Il ne s'agit pas simplement de mettre des œuvres et de faire venir du public pour que ça fasse culture, ou pour que ça rentre dans de la culture, ou qu'on puisse comprendre, ou qu'on puisse donner accès. Alors, bon, il a dit qu'il ne faut pas de médiation. On peut trouver d'autres formes de médiation que simplement du didactisme ou du pédagogisme systématique. Mais il me semble que l'université produit de la connaissance, ça c'est indéniable. Est-ce qu'elle produit de la culture? C'est une question. Je ne suis pas convaincu que l'université produise tout le temps de la culture, et en tous les cas, elle n'est pas la seule acteur à produire de la culture légitimement. Et donc, il me semble que la question de la place de la culture scientifique et des universités, bien sûr qu'elles doivent prendre leur part à la diffusion des connaissances, à la diffusion des savoirs, mais aussi leur interrogation, mais aussi la distanciation. Dans la culture scientifique, c'est pas simplement enseigner la science, mais c'est aussi faire prendre du recul, c'est aussi la mettre à distance, c'est aussi faire on a parlé d'historicité, enfin, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et il me semble que cette dimension, elle n'est pas systématiquement prise dans les opérations de diffusion du savoir telles que les mènent les universités, comme elle n'est pas non plus systématiquement prise dans les centres de culture scientifique ou autres associations qui, parfois, font aussi un peu de didactisme des connaissances. Donc voilà, c'est pour dire qu'il me semble que l'université a tout à fait sa place, mais peut-être moins tranchée. Mais en même temps, je sais que c'est la manière dont vous l'avez exprimé qui m'a fait réagir, peut-être d'une manière peut-être moins tranchée. Et en tous les cas, il ne s'agit pas d'un retour vers un âge d'or qui, je crois, n'a jamais existé, mais en tous les cas de construire ensemble une nouvelle façon de la diffuser. Oui, d'abord, je ne pense pas que c'était une main invisible. Elle était très visible. Donc, j'ai pas... Ne folklorisez pas ce que je viens de dire, c'est pas gentil. Ben non, d'accord. Non, je dis que vous ne pouvez pas comprendre le présent si vous ne remettez pas en perspective et clairement et discuter du contexte dans lequel les choses se font ou se passent. Sinon, autrement, on est tout le temps en train de courir derrière l'erreur qu'on vient de faire. Maintenant, vous pouvez penser, et je comprends très bien, que le CCSTI n'est pas une erreur. D'ailleurs, je n'ai pas dit que les CCSTI sont des erreurs. Ce que j'ai dit, c'est qu'on a fait les CCSTI sur un coup de tête, quelque part, à la languienne, si vous voulez. Et voilà, mais ce n'est pas le plus important dans la... Ce n'est pas le plus important dans le débat, dans la question. La question est que, aujourd'hui on parle de culture scientifique, il faut que lorsqu'on fait de la culture scientifique, d'une part, qu'on soit en rapport permanent avec ceux qui font la science, et ce n'est pas le cas. Il y a des CCST où ça marche très bien, le partenariat avec l'université, et il y a des CCST où ça ne marche pas du tout. D'accord? Et deuxièmement, il est absolument indispensable aujourd'hui de ne pas faire croire que la médiation scientifique, d'ailleurs je n'ai pas vraiment parlé de la médiation moi tout à l'heure, mais puisque vous l'évoquez, la médiation scientifique, il ne faut pas faire de sorte que de faire croire au public, quel qu'il y soit, que la médiation scientifique est suffisante pour accéder à la science. C'est une escroquerie intellectuelle. Non, on peut raconter tout ce qu'on veut. Il n'est pas vrai, il ne suffit pas d'aller regarder un spectacle scientifique pour accéder à la physique. Accéder à la physique. Donc il y a une confusion pendant un moment qui a eu lieu. Je ne dis pas que vous faites la confusion, je ne dis pas que les CCSTI font la confusion. Je dis qu'il y a dans notre pays une confusion qui a été un peu dans les années 80-90, qui a fait beaucoup de dégâts, où on a fait croire aux gens, comme moi je connais par exemple l'histoire qui a fait extrêmement mal d'un agrégé de physique qui amène ses élèves à la Cité des Sciences, et il est reçu par le médiateur scientifique. Le médiateur scientifique lui dit « Merci, le colis est arrivé, je la prends en charge », et il dit aux élèves « À partir de maintenant, je vais vous montrer ce qu'est la physique intéressante. » Vous suivez? Voilà, ça c'est un esprit. Ça ne veut pas dire que tous les médiateurs scientifiques disent des bêtises pareilles. Mais ce sont les dérapages possibles d'un système
d'un système qu'on a mis en place sans avoir mis les gens autour de la table entre eux et savoir quelle est la perspective et quelle est la finalité de cette médiation scientifique. Je suis entre les deux. Bon, ben, je suis entre les deux, je vais parler de fort, comme ça vous allez m'entendre. Parfait. J'en ai deux. Oui, vous avez le talent de provoquer et de stimuler votre audience. Donc, je crois que c'est aussi une des règles de l'exercice. Mais tout de même, je soutiens complètement ce que Laurent Chicoineau vient de dire en réaction à peut-être cette approche un peu lapidaire que vous faisiez, pour avoir participé au moment de la création de la Cité des Sciences à toute la réflexion à l'époque sur l'enjeu en parallèle de la création du grand établissement, de stimuler et d'impulser la mise en place d'établissements porteurs de culture scientifique en région. Franchement, ce n'était pas du tout une décision comme ça, mais plutôt à la fois ça procédait d'une réflexion de tous les acteurs qui étaient en place ou en train d'y réfléchir, une réflexion des pouvoirs publics aussi, et même une réflexion qui s'inscrivait dans des problématiques d'aménagement du territoire, puisqu'à l'époque, le développement de ces centres de sciences était aussi porté par l'aménagement du territoire qui veillait à la façon dont ils allaient se répartir. Donc voilà, qu'ensuite il y a eu effectivement peut-être des décisions un peu rapides et peut-être une analyse insuffisante de l'opportunité ou non et des conditions nécessaires pour la vie d'un CCSTI prise, ça et là, ça arrive toujours. Mais je crois qu'il faut effectivement se garder de globaliser. Puis je voudrais aussi pointer, parce que je trouve que c'est un peu là aussi fort dans la provocation, en tout cas de la réflexion, si c'est votre objectif, qualifier d'escroquerie intellectuelle, je trouve que là, on ne peut pas aller aussi loin, c'est pas possible. Je pense que ça interpelle l'éthique de tous les acteurs aujourd'hui de culture scientifique qui s'efforcent de créer des passerelles, de créer des accès, d'éveiller l'intérêt, de susciter la curiosité. C'est exactement l'objectif que l'emprunt a repris, avec peut-être des imperfections, mais c'est bien susciter la curiosité. C'est sûrement pas faire devenir des physiciens des jeunes qui sont venus visiter un espace d'exposition pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Donc, et je pense que le médiateur qui a dit ça a dit la physique intéressante. Oui, c'est intéressant pour des jeunes de toucher, de faire des expériences, mais ça ne veut pas dire qu'il voulait dire je vais vous apprendre, donner un cours de physique extensif. Donc, je crois qu'il faut garder raison dans l'analyse, dans effectivement le pointage des difficultés tel que vous le sous-entendez, parce qu'elles sont réelles, et que c'est probablement là-dessus qu'il faut travailler, sur le bon ancrage des centres de sciences et le nécessaire maillage dans lequel aujourd'hui ils doivent s'inscrire pour réussir. Bon, je pense que Brigitte Coutan parle d'or et on va passer. Il y avait une question là-bas, donc. Oui, Florence Pezzorni, je suis au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, MUCEM, Paris-Marseille. Je voulais simplement indiquer, nous parlions ce matin du fait qu'il s'agissait de mettre la science en société, qu'on a oublié à cette tribune quelques vieux pots dans lesquels on peut faire cette nouvelle cuisine. Ce sont les musées de société qui ont justement comme préoccupation essentielle de faire comprendre un certain nombre d'éléments du lien social, une esthétique du lien social. On parlait de l'esthétique de la science, mais aussi une esthétique du lien social, et où sur un certain nombre de problèmes, il faut absolument, impérativement que des ponts soient dressés. Je pense à toutes les problématiques liées à la santé, toutes les problématiques diverses et variées, on les a listées, développement durable, etc. Donc c'est essentiel, je crois, de croiser là. C'est une certaine manière aussi de faire aborder la science à des publics qui seraient éventuellement rebutés par l'aspect du sachant, du savoir préalable dont il faut disposer pour accéder à certaines expositions à caractère scientifique. Aborder ces problèmes-là via les musées de société, c'est peut-être une façon d'aller plus vers la citoyenneté, la citoyenneté de la science. Merci de cette contribution. Oui, c'est très vrai. La science est dans la société regarde la science. Donc, pas de... Merci. Une brève remarque. Dans les années 70, c'est la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale qui a financé les premiers centres de culture scientifique et technique. Nous étions bien
dans une perspective à la fois de modernisation et d'aménagement du territoire. Mais j'avais juste une question. Au début des années 50, il y a deux grands responsables publics qui ont posé les bases de ce qu'a été la politique de la recherche. C'est Pierre Mendès France et Jean-Louis Crémieux-Briac. Et dans un discours de Pierre Mendès France, à ce moment-là, il crée le CNRS, etc. Il donne deux grandes missions à la recherche: moderniser la France, permettre aux citoyens de maîtriser leur avenir. Avec le temps, le premier objectif a pris le pas sur le second. Et est-ce que c'est un hasard si aujourd'hui la question du citoyen remonte totalement à la surface, à la fois pour des raisons qui ont été évoquées depuis ce matin, mais est-ce que ce n'est pas aussi le désenchantement de la modernisation à laquelle la science est associée qui remet finalement sur le métier la question de la maîtrise de l'avenir par les citoyens? C'est une question, Madame la Présidente. Qui veut y répondre? Là, peut-être Claudia ou non? Non, brièvement, parce qu'il faut qu'on termine dans 3 minutes. Brièvement, je crois là, avec cette question, on est vraiment au cœur de notre discussion. Et c'est effectivement, peut-être pas par hasard, que ça a émergé maintenant, parce que ça fait quand même effectivement maintenant 10 ans que la question de la participation des citoyens au choix qui concerne les sciences et technologies se pose de plus en plus à la fois au niveau européen et dans les différents pays européens. Et c'est effectivement dans ces contradictions qui ont accompagné ce grande entreprise qui était la science depuis les années 50, où justement les citoyens avaient de plus en plus ce sentiment de se laisser d'abandon par la science. Et on a beaucoup parlé de la question de la confiance, mais il faut toujours se demander, mais la confiance, elle doit se bien baser sur quelque chose. Et si les citoyens avaient de plus en plus ce sentiment que cette confiance, on l'a perdue, et pourquoi, pour des tas d'événements et tout ça, donc on ne peut être que content qu'aujourd'hui ça revient un peu sur la scène, mais je crois que c'est aussi parce que, peut-être aussi parce qu'on a plus largement une interrogation sur la démocratie et les liens entre science et démocratie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a historiquement, en tout cas sur les dernières décennies, pas trop mis en question. Donc c'est quand même un fait que les sciences jusque-là n'étaient pas trop pensées en termes de démocratie. Et quand on parle de démocratie, on parle forcément aussi de citoyens. Et quand on parle aujourd'hui de démocratie représentative, on parle aussi de plus en plus de démocratie participative. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de développement scientifique et technologique? Mais ça met beaucoup en question, parce qu'au-delà des questions de la démocratie, ça met par exemple en question des grands récits dans lesquels on a baigné ces dernières décennies aussi, qui sont l'innovation. Apparemment, un récit qui est quand même d'une certaine façon aujourd'hui partagé un peu plus largement. Il semble dans la société où l'innovation c'est hautement technologique, ça doit être breveté pour être approprié, ça a un coût souvent très élevé, donc c'est pas tout le monde qui va s'approprier ça. Et ça se place souvent quand même dans un contexte de compétitivité économique généralisée dans laquelle on fait rentrer de plus en plus les sciences. Mais de l'autre côté, l'innovation, elle peut être complètement différente. Tout à l'heure, on a parlé de l'innovation sociale, elle peut être peu coûteuse, elle peut rester en tant que bien commun, comme d'ailleurs aussi la science. Donc, quel lien entre la science en tant que bien commun et voilà, donc je crois qu'on est aussi aujourd'hui prêt à se lancer dans des grandes interrogations. Par exemple aussi sur qu'est-ce qu'est l'excellence scientifique aujourd'hui. Où est-ce qu'on trouve l'excellence scientifique? Comment la définir? Est-ce qu'on va rester dans le cadre habituel? Ou est-ce que, parce qu'il y a d'autres acteurs qui rentrent, les associations de malades, de paysans, de consommateurs, qui ont tous un mot et très intéressant à dire sur la science, qu'il faut aussi réfléchir dans des projets de recherche participatifs, comment on définit l'excellence scientifique? Gilles, vous voulez prendre la parole? Non, enfin, c'est juste un mot. Je crois que c'est effectivement le défi dans lequel nos institutions sont aujourd'hui, de trouver des modes de réponse appropriés à ces doubles défis.
de proposer des approches participatives tout en aidant le public à s'y repérer et à comprendre en tout cas des éléments de cette complexité. C'est ça le grand défi auquel nous sommes confrontés. Il faut inventer des nouveaux mécanismes. Bon, peut-être encore 3 dernières questions. Alors, oui. Ok. Non, il y avait un commentaire. Oui, bonjour. Je suis Catherine Gadon, je travaille à l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Et donc, je participe d'une certaine manière à un mouvement qui a été enclenché dans les années 80, qui a permis aux universités de se doter de services culturels au sein des universités. Mais et donc, je connais bien Nabil aussi, puisque nous sommes des acteurs depuis de nombreuses années. Donc, je voudrais quand même, d'une certaine manière, éclairer aussi un peu le propos que tient Nabil, pour dire qu'effectivement, le sentiment que j'ai, c'est qu'en France, on a une expérience qui est un petit peu particulière, avec le fait qu'il y a eu une réelle rupture dans la conception même et la mise en place de la culture en France, y compris la culture académique. Il y a eu une rupture et une volonté de détacher la question des arts de la science. Et donc ça a été un acte volontaire, ce qui fait qu'effectivement, les universités se sont trouvées un petit peu marginalisées dans l'exercice de leur activité par rapport à toutes les questions qui pouvaient intervenir dans le champ de la culture. Je dirais donc, par rapport à Nabil, même si aujourd'hui il est indigné, c'est qu'on pourrait remettre la faute un petit peu sur les deux structures, c'est-à-dire certes il y a eu une politique gouvernementale qui n'a pas favorisé cet échange, mais les universités sont un petit peu responsables aussi à leur manière du fait de ne pas s'être investies plus. Mais pourquoi elles ne se sont pas investies? C'est aussi parce que la carrière des chercheurs n'a jamais, d'une certaine manière, pris en compte de façon claire leur investissement. Aujourd'hui, les universités, et on est submergé, mais littéralement submergé, par la multitude de propositions et d'actions culturelles, de culture scientifique et technique qui sont demandées aujourd'hui. Nos chercheurs ont des agendas à la limite de l'explosion, puisqu'ils sont demandés souvent partout. Le retour sur investissement par rapport aux universités, le retour sur investissement d'un tel engagement de la part de nos universitaires, bien sincèrement, quand on travaille à l'intérieur des universités, on trouve que parfois, c'est pas toujours bien vendu. Dans certaines manifestations culturelles, c'est à peine si on cite le scientifique, si on sait de quelle université il vient. Et dans certains cas, je veux dire, l'universitaire a pourtant donné de son temps. Donc il y a effectivement un travail, puisqu'on parle d'un observatoire, il y a quand même un travail de partenariat et de visibilité, parce que on a des défis, et les universités françaises ont des défis à mener aussi à l'échelle internationale et à l'échelle mondiale. Donc je pense qu'il ne faut pas le négliger non plus. Et je crois que c'est cette part-là qui... d'une certaine manière, demande la réappropriation ou l'appropriation de la culture scientifique. Quoi. Voilà. C'est quand on utilise les chercheurs. Merci. De toute façon, les ateliers permettront aussi de creuser ces questions-là. Voilà. Donc, il y avait encore une question, puis on va peut-être terminer là-dessus. C'est une remarque ou une question? Oui, juste une précision, parce que je pense, M. Nabil, que quand vous avez parlé d'escroquerie intellectuelle, qui est effectivement un mot très très fort, je pense, je vais vous dire ce que j'ai compris et vous allez me confirmer, effectivement il y a une escroquerie intellectuelle en faisant croire que la culture scientifique permet de comprendre la science et de s'approprier la science. C'est-à-dire il y a une différence entre apprendre la science dans l'université et puis faire de la culture scientifique. On n'est pas sur le même registre. Et là, effectivement, quand il y a confusion, il y a une escroquerie intellectuelle. Ce n'est pas parce qu'on visite le Louvre qu'on devient un artiste comme Léonard de Vinci. Il y a une grande différence. Avoir une culture artistique et être artiste. Très scientifique et avoir de la culture scientifique. Je pense que c'est ce que vous avez voulu énoncer et je pense que c'est un malentendu qui serait nécessaire, à mon avis, de lever. D'accord. Bon, je voudrais dire deux mots. Allez, encore une. Non, ben oui, si, mais je ne veux pas casser la Bon, mais si vous voulez dire un petit mot. Bon, alors il y a encore une autre remarque. Je veux dire à peu près la même chose. Bittard de l'Université Paul Cézanne à Marseille. C'est que supposer qu'il y a un chercheur à Cadarache qui sort en plein public dire « j'ai trouvé le besoin d'X ». Ça, on va dire, ça c'est la société participative pour la recherche nucléaire. Il faut se calmer un petit peu. Il y a des recherches, il y en a tout le temps des recherches, il y a des choses où le public peut être associé. Pas toutes les recherches, parce que ça les intéresse pas, ça les dépasse.
Supposez qu'au 9e siècle, quelqu'un sort de la maison de la Chalès à Bagdad pour dire « moi, j'ai trouvé le zéro ». J'ai couvert tout à l'heure, j'ai entendu tout à l'heure que 1 et 1, c'est 2. Ils parlent toujours en romain. Or, 1 et 1, c'est 11. Il fallait attendre 1000 ans pour comprendre ce que c'est le zéro. Donc, il y a la recherche et peut-être les résultats vont se faire sentir dans 1000 ans. Entendu. Est-ce qu'il y a encore une remarque ou une question? Bon, bah, écoutez, c'est vrai que là, nous avons ouvert des débats sur la légitimité, un peu, des acteurs, des relations, ce qui montre bien que le travail en réseau et l'observatoire sont absolument nécessaires pour identifier les pratiques, les rapports, les relations. Moi, je voudrais quand même dire un mot. Voilà. Et donc, vous voulez dire un petit mot? Oui, je voudrais quand même dire un mot parce que d'abord, par rapport à ce qui vient d'être dit ici, justement, il y a échec, et s'il y a échec, ça concerne toute la culture, et y compris la culture scientifique et la culture d'une manière générale. C'est-à-dire cet accès à l'intelligibilité, nous ne l'avons pas réussi. Et c'est bien le point central, d'ailleurs, de tous les débats que l'on peut avoir ici et ailleurs. Et par rapport à la provocation, madame, ce n'est pas une provocation. Non, pas vous. Il est parti. Non, oui, parce que si vous pouvez... il est parti. Oui. Justement, la non-provocation, c'est que, et ça c'est fondamental pour ce que nous sommes en train de faire ici. Ce n'est pas une histoire comme elle vient de dire la dame, pour animer la salle. C'est pas du tout ça. C'est que effectivement, ce que vous venez de dire, c'est exactement ça. C'est exactement ça, mais en plus, cette escroquerie, que j'appelle moi escroquerie intellectuelle, est allée au-delà de ce rapport avec la culture scientifique. C'est allé aussi dans les lycées, on racontait aux élèves que s'ils veulent devenir mathématiciens, il n'y a pas de problème. Du coup, la notion de l'effort, la notion de travail a été complètement gommée. D'accord. Écoutez. Merci. En tous les cas, la culture scientifique est diverse, les acteurs sont divers, et je vous encourage beaucoup pour les travaux de demain à essayer de structurer un peu tout ça. Merci. Merci beaucoup, Marie-Françoise Chevalier-Gader et les intervenants.